Seule sa mythologie, peut-être, est plus puissante que sa présence. Le Mississippi, ce fleuve puissant qui traverse le cœur de l'Amérique du Nord. Métaphore américaine par excellence, son histoire est pourtant incontestablement française. « 7000 kilomètres le séparent du cœur de la vieille Europe, de la Seine traversant Paris. C'est ici, dans la légendaire ville de Lumière, l'éternelle collectionneuse d'idées et de propos, que les frères François et Louis Moutin ont grandi, sur la musique improvisée sur les rives du Big Muddy. Musiciens depuis leur enfance, leur langage est le jazz. Ah oui, ça marche très bien avec ça. Ça marche. Parce que justement, il y a un retour subtil au truc d'origine. Tu vois ? Pour leur récente tournée aux États-Unis, le Moutin Factory Quintet a pris la route. Mississippi Dreaming. Premier arrêt, New York. Depuis 20 ans, Norman Riley est l'ingénieur du son et l'homme à tout faire des concerts américains des frères Moutin, un musicien et un ami de confiance. En raison de problèmes de santé, Norman ne participera pas à cette tournée. Plus inquiétant encore, Louis Moutin est tombé malade et a dû retarder son arrivée aux États-Unis. Toutes les responsabilités de ce voyage en incombent à François. Si seulement il était possible d'arriver dans ces salles, la scène déjà prête, et de se produire devant un public enthousiaste. This is Which one are you? P150. I think it's probably going to be this one. She's going to come down tomorrow and play this one and play that one. Pour qu'un quintet de jazz français s'aventure jusqu'au cœur des États-Unis, cette entreprise ne peut être que personnelle, indépendante. Les frères sont responsables de chaque détail. L'acte créateur commence par la location, puis le chargement des fourgonnettes avec les équipements de Norman. Ensuite, on verra bien. Good show, man. Good show. Man, I wish you came with us. You know? Yeah, you'll be all right. You'll be fine. Well, You'll be fine. I'll be on You'll the be phone. tearing that up. I'm gonna call. I'm gonna be calling. We need now. It's about Louis joining them. You know? Yeah. On est en train de démarrer, je crois, la 24e ou 25e tournée des groupes des Frères Moutin aux États-Unis. On fait ça depuis le début des années 2000. Et cette tournée-là a énormément de sens parce qu'on va, pour la première fois, explorer des territoires dans lesquels on n'a jamais été. Mais on commence d'abord par aller à Cleveland et à Chicago, qui sont des endroits où on a déjà joué. Et puis à partir de là, c'est l'aventure. On descend le long de la Mississippi River et on va se retrouver dans des coins où on n'a jamais joué. On n'est absolument pas sûr de ce qu'ils ont comme matos, comme matériel, comme équipement pour les concerts. Donc, on a pris avec nous plein de choses pour suppléer le cas échéant. C'est un vrai road trip, c'est une véritable aventure. 13 jours, 5000 kilomètres, 9 concerts. Premier arrêt, Cleveland dans l'Ohio, où François retrouvera les membres du groupe. Comme on dit, le spectacle doit continuer. Louis et moi, on est frères jumeaux, donc on joue ensemble en fait depuis qu'on a commencé à jouer de la musique. Je pense qu'on avait 5 ans quand on a commencé à jouer, d'une manière totalement autodidacte.
parce qu'on avait des instruments à la maison et aussi déjà un début de culture musicale, puisque nos parents écoutaient énormément de musique, principalement du jazz, mais pas seulement, qu'on avait beaucoup de disques à la maison. Traduire cette passion en une carrière n'est arrivé qu'après que les deux hommes aient obtenu leur diplôme d'ingénieur. Louis a ajouté une maîtrise en mathématiques, François un doctorat de physique. C'est par choix que François est aujourd'hui à faire le plein dans une station-service de l'Ohio, se demandant si sa carte de crédit sera refusée, inquiet de l'arrivée du groupe pour le concert de Cleveland, soucieux du moindre détail. Malgré la grande inquiétude de son médecin, la bonne nouvelle est que Louis sera du voyage. Interstate 77, northbound towards Erie, Pennsylvania. Then stay in. « 1300 km plus loin dans cette tournée de jazz, Chicago. C'est ici, où les rives du lac Michigan rejoignent le fleuve Chicago, que vers les années 1780, le Français Jean-Baptiste Pointe-du-Sable établit un comptoir commercial. Cette importante liaison fluviale conduisait vers l'ouest et les voies navigables menant vers l'intérieur du continent. 100 ans auparavant, ce sont les explorateurs Louis Joliette et le père Jacques Marquette qui découvrirent ce portage. Sieur de la Salle sera le prochain Français à laisser sa marque. Pour Chicago, c'est de l'histoire ancienne, et seules quelques statues et plaques rappellent ce passé français. Au sud de Chicago, Brownsville, la première enclave noire, son patrimoine culturel y est commémoré. Lorsqu'au début du XXe siècle, les Afro-Américains, anciens esclaves et enfants d'esclaves, ont commencé à quitter le sud du pays en grand nombre, Chicago était le phare de leur liberté économique et individuelle. Sa base industrielle dynamique contrastait nettement avec l'indolente économie agraire et les attitudes régressives persistantes du Sud. Les musiciens et la musique ouvrirent la voie. La grande migration. Aujourd'hui, des enfants jouent dans un parc honorant la pianiste de jazz Lil Harding Armstrong. Son mari, Louis, l'un des premiers migrants de la Nouvelle-Orléans. Ce magasin de produits de beauté était autrefois le très branché Sunset Jazz Club. Et si le passé est un tremplin vers l'avenir, la photographe Chanel Jali a recours à l'ère du jazz pour célébrer en images la beauté et la force des femmes noires. La poète Tuyeni Akanke l'exprime avec des mots. I am royal, skilled, and filled with will and truth, to say the least. Whose once broken soul could never be beat. I'm yin with yang, beauty, and the beast. Wearing the right size of audacious on my feet. And healing, that's the entree I make sure I eat. And remember, it's Tuyeni Akanke when you call me. Breath blows life, healing words for eternity. Is this mic on? Can y'all hear me? Because it's with divine eyes you will see the God oozing out of me. And this pretty body, it's not mine, it's only temporary. But my spirit, the real beauty, yeah, that's all me. And I appreciate honesty. Give me the real shit, don't spare me, cause I combat insecurity with the fist of reality that folks are human just like me, hey! And I'm 12,000 watts of, yep, you got it, oh, energy. And when I step on stage,
it's like a synergy. And my words to the bullshit move like machetes, so get ready, this poet rocks your world. All y'all gotta do is play a little jazz music behind that, right? Get ready, this poet rocks your world. Le nord de Chicago, The Green Mill, l'un des grands clubs de jazz de la ville. Pour 2 nuits, le Moutin Factory Quintet. François à la contrebasse, Louis à la batterie, au piano Jean-Michel Pilk, Christophe Monnieu au saxophone, Manu Kodja à la guitare. Le critique Neil Tesser fait la chronique du jazz depuis plus de 5 décennies. The guys in this band are clearly versed in the entire history of jazz, not only American jazz, but European jazz, and specifically French jazz. But it comes out in everything they play. I mean, these guys have been extraordinary virtuosos for a quarter century, and anybody who's seriously listening would know that. I think jazz is alive and even well because of its ability to absorb other influences and change along the way. I mean, that's been its history from the start. It's a sponge. It uses improvisation to riff off of other existing forms, building its own history along the way, but always open to other influences. And then, again, through the miracle of improvisation and the genius of the highly qualified people who produce jazz, jazz is the place where musicians grow. Then they can go do other things, but they almost always come back and continue pushing the music forward. So yeah, I don't think it ever dies. It becomes too difficult for some people, but that's their loss. It's like poetry. You get out of it what you put into it. Pas le temps de tergiverser. Dimanche matin tôt, direction Saint-Louis. 600 km à parcourir pour un concert de fin d'après-midi, à Sainte-Geneviève dans le Missouri. La première colonie européenne située sur la rive ouest du Mississippi. Au XVIIe siècle, c'était une contrée sauvage, peuplée par des tribus dispersées d'Amérindiens. Les coureurs des bois, les trappeurs, étaient les premiers Européens à l'explorer. Depuis les colonies du Québec, ils parcouraient les grands lacs et les voies navigables. Par leur interaction avec les Indiens, les Européens entendaient parler de la Grande Rivière. Qu'est-ce que c'était et où menait-elle? Est-ce qu'elle conduisait jusqu'à l'ouest, au Pacifique? En 1673, Joliette et Marquette avaient descendu le Mississippi, mais n'avaient pas atteint l'embouchure de la grande voie navigable.
Le 10 février 1682, René Robert, cavalier-sieur de la Salle, met à l'eau sa minuscule flottille de pirogues en écorce d'orme pour trouver l'embouchure du fleuve. 23 Français et 18 Indiens s'embarquent là où la rivière Illinois, qui coule vers l'ouest, se jette dans le Mississippi. Pagayant avec le courant, ils descendent le fleuve. Les contours de la Nouvelle-France étaient en train d'être tracés. Finalement, les colons français émigrent dans cette région qui devient connue comme le pays de l'Illinois. Les premiers peuplements permanents s'établissent du côté est de la rivière. Vers 1720, les premières tentatives sont faites pour coloniser la côte ouest. Le site choisi était excellent pour l'agriculture, loin de tout village indien, ce qui donnait un sentiment de sécurité. Ses descendants, des coloniaux français, nomment leur hameau Sainte-Geneviève, en l'honneur de la sainte patronne de Paris. 2 ou 3 générations éloignées de leur terre natale, les traditions vénérables portent leurs fruits. Méthodes agricoles et culinaires, techniques de construction et procédures administratives. La coutume de Paris devient le code de droit civil. Spirituellement et socialement, l'Église catholique est au centre de la vie. La Nouvelle-France se développe sur les rives du grand fleuve d'Amérique du Nord. The problem is that we are in the interior of America as opposed to the coastal provinces that the British had. They can ship people directly in. To get to the center of New France here, you either had to go sail to Quebec or Montreal, come down the rivers in canoes, or you had to come to New Orleans and pole your way or cordel your way up the river. So it's much more difficult to get the people here. It was much more difficult to get goods here. So again, the river was so important. It was the only highway we had between, Chicago and New Orleans. This is our road. Le caractère de Sainte-Geneviève a commencé à changer avec la naissance des États-Unis et son acquisition du territoire de la Louisiane. Aujourd'hui, les vieilles demeures coloniales, le musée et les pierres tombales rappellent le passé gaulois. Cette année, un séminaire d'histoire française s'achève sur l'interprétation par Denis Stromat d'une musique traditionnelle de la région dans le dialecte cajun local, pawpaw. Il sera suivi par un concert de jazz. Je me souviens. On a l'impression d'être 200 ans en arrière ou 250 ans. Ouais. C'est vieux. Alors, je sais pas si... moi, ça me fait penser un peu à... un peu de la musique irlandaise aussi, ça ressemble un peu. Ouais, c'est comme ça. C'est presque parce que... un peu bourré aussi, parfois. C'est Bretagne. Celte un peu quand même. Oui, absolument. Parce que nos ancêtres ont descendu le lac Saint-Laurent parce qu'ils ont arrivé de Bretagne en première. Parce que nos ancêtres arrivaient de Normandie et Bretagne. Parce que pour ça, c'est notre musique comme la musique celtique. Ça ressemble un peu. Ouais. C'est un mélange parce que, et des fois, parce qu'on est dans dans les années passées,
on était en la Louisiane. Oui, c'était grand. Ouais, c'est pour ça. À des fois, tu peux trouver les mélanges de la musique, comme la musique cajun dans la Louisiane, des fois. Parce qu'on a 2 ou 3 de la même chanson. Et on joue la musique presque comme les Cajuns. Des fois, mais pas tout ça. Elle s'est transmise oralement, la musique. Ouais, oralement. Ouais. Je ne dis pas dans le livre. Pas dans le livre. C'est juste avec les oreilles. C'est comme ça, oral. Ouais. Ouais, absolument. Ouais, bonne chance. Bonne chance ici. Enchanté. Avant l'événement principal, on échange les honneurs. Approchez. En Jules. Très bien, this is what everyone does. Okay. This is a statue of Sainte Geneviève. Thank you for your welcoming. This is a statue of Sainte Geneviève. He comes right from the Saint-Sulpice church in Paris. We wanted to, okay? So, just because how guys, they're so great, right? Yeah. You know the guitar, man. L'enthousiasme et l'énergie de la musique ne sont diminués ni par les implacables moustiques de la taille de Bombardier, ni par la nuit qui tombe. Le temps dure longtemps. « 100 km plus loin, East St. Louis. But now, looking straight ahead, I want you to really capture this sight line of downtown St. Louis. You can see we're coming almost right through the legs of the Gateway Arch. This is
a very picturesque view. And if we could ever bury these utility poles and get these lines out of the way, it would look probably on par with your Eiffel Tower. La porte de l'Ouest, célébrée par l'élégante arche de l'architecte Eero Saarinen. Au confluent du Missouri et du Mississippi, Saint-Louis est fondé en 1762 par les marchands de fourrure français Pierre Laclede et Auguste Chouteau. Un centre de manufacture, de services et de transport se développe autour du port. Sur l'autre rive, East St. Louis, sa petite sœur de l'Illinois, a aussi prospéré, du moins jusqu'au milieu du XXe siècle. Aujourd'hui, de la prospérité passée de la ville natale du célèbre musicien de jazz Miles Davis, il ne reste plus que des vestiges délabrés. L'ancien maire Alvin Parks mène les efforts de rénovation urbaine. When Miles was growing up, in the 1930s, 1940s, into the early 1950s in East St. Louis had more jobs than it had people. East St. Louis had the second largest rail center in the country. East St. Louis was the second largest packing house center in the country. The decline really began in the late 1950s. Our city has seen a decline in business and therefore a decline in residents. We lost 2/3 of our population in the span of about 50 years. That's a dramatic loss of people. And the city is still coming back up. We still have a long way to come. But when your business base leaves, people look and say, there's not a lot of reason to stay. But we've got to get that industry back. And one of the things I'll say is that because African Americans have always had a rougher road than our counterparts, Miles would say the same thing that he experienced. Just because you see a little bit of poverty doesn't mean that you have to think in a poor way. Enfant du pays, Miles Davis a passé ses années formatrices ici, lorsque ce quartier était encore dynamique et de classe moyenne. L'importance du projet de régénération de la communauté dépasse le simple hommage aux trompettistes. C'est le point de départ de la renaissance du quartier et un centre socio-éducatif pour les jeunes. From here, left Alton when he was a little boy and moved to his family, moved to East St. Louis. And he grew up in this house. And we're very proud of the fact that we were able to restore this home. Si l'héritage musical de Miles Davis perdure, son histoire devient légende. For Miles Dewey Davis III, in memoriam, in futurium. Dum 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 dum. Doo-wee, dressed up in pain, the flatted fifth began its funereal climb up the tribal stairwell. Grief radiant as it bulged and gleamed with moans, spread like laughter, ha 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 ha, or Ethiopia's wings. Mourned its own percussive rise, became blues born in the hoarse East St. Louis air. That's it. Oh, way to go, Pax. That's it. And when you get it fast, it's... La rénovation de la maison et l'avènement du centre culturel ne sont qu'une petite étape. East St. Louis est en proie aux problèmes sociaux qui accompagnent le manque d'opportunités économiques. Une salle de jeu et un hôtel, le Casino Queen est le principal moteur financier de la communauté, fournissant à lui seul 40% des recettes de la ville. L'hôtel accueille le concert du Moutin Factory Quintet au profit de la maison de Miles.
La soirée commence avec la reine de la soul de St. Louis, Miss Renee Smith. And take to the sky. Your daddy's rich, and your mama's good again. So hush, little baby, don't you cry. You guys look just alike. You must be twins. We are. You are twins. I met one of you last night. I met Bruce. One of you I did not meet. I didn't know there were two of you. I believe I met Bruce. I think I met you. Francois. No, who's Bruce? Bruce is the filmmaker who's filming us. Okay. And there's Pierre. Yeah, that's right. I spent a lot of time with Bruce and Pierre. You are Francois. So now guess his name because, you know, it makes sense here. Is it Francis? Louis. You see how closely connected they are? They have our name in his name. And his name is in our name. Louis E. St. Louis. Wonderful. La vraie joie est de jouer au moment où on monte sur scène. Au moment du début du concert, le plus dur est fait finalement. Il reste que la cerise, il reste que le supplément d'âme, il reste ce qui ne se passe pas automatiquement. Il faut aussi chercher, creuser et bénéficier de ce qu'on appelle l'interplay qui est inhérent au jazz et qui est même seulement au jazz. Où si tu joues ça, je joue ça, si tu fais ci, je fais ça, ou je fais pas ça d'ailleurs, parce que j'improvise. D'une manière générale, on sait quand commence un morceau, on peut prévoir à peu près comment il va finir, mais tout le contenu d'un morceau de musique mêlant des écritures, des thèmes écrits, des contrepoints, de l'harmonie. Et ça mêle aussi beaucoup l'improvisation. Donc forcément, on ne sait pas ce qui va s'y passer. Et en effet, selon l'état dans lequel on se trouve, l'état d'esprit, l'état de sentiment, l'état moral, l'état spirituel, selon l'état, évidemment, ça va être différent à chaque fois. D'une minute à l'autre, d'une seconde à l'autre, d'un morceau à l'autre. Donc évidemment, il y a plein de surprises. Ça permet de rester dans un mode de surprise en permanence, dans l'absolu. Mais l'improvisation, ça permet même pas de se sentir, d'être vivant, d'être en vie. De choisir si je veux marcher par là. Ça permet vraiment de défendre une liberté de vie aussi, qui est de plus en plus compliquée à défendre. L'interplay est une conversation. La musique est un langage. Les échanges, évolutifs et expansifs, sont personnels et historiques.
historique au sens large, comme une réponse au dialogue établi du jazz. Dans l'immédiat, c'est la reconnaissance des styles et de la dextérité de vos complices. Christophe Monio et Manu Kodja font partie du quintet depuis 6 ans. Ils partagent les expressions musicales avec François et Louis, respectivement depuis 1998 et 2003. Jean-Michel Pilk joue périodiquement avec les frères depuis 1981. De longs échanges créatifs qui engagent l'auditeur sans céder à la facilité. Mon métier, c'est de m'exprimer au travers de la musique. Et j'ai pas tellement le choix de la manière dont je m'exprime. C'est-à-dire que j'entends des choses musicales, et c'est ça qui sort quand je joue. Et voilà, mais j'ai pas tellement le choix. Moi, c'est comme quand tu parles, tu vas pas changer le ton de ta voix en fonction de la personne à qui tu parles. Bah si, les politiciens font ça, mais pas les gens normaux. Comme je ne suis pas un politicien de la musique, bah ma voix est ma voix, et c'est ça qui sort quand je joue de la musique. Et on veut coller toujours des mots sur la musique. Liberté, générosité, etc. Alors tout ça, c'est pas faux. Évidemment qu'il y a tout ça dans la musique. La musique, c'est comme la vie. Et je pense que les gens qui parlent de musique, c'est un peu comme les gens qui veulent mettre des mots absolument sur une existence humaine. Les mots, c'est formidable, mais ça... Bon, les grands écrivains peuvent se rapprocher de la réalité parce que ce sont de grands écrivains, mais... Dans l'ensemble, je trouve que ces mots, tous ces mots, ça tombe à plat et puis finalement, ça enlève du mystère à la musique. Finalement, comme disait Charlie Parker, music speaks better than words. C'est la musique qui doit parler, c'est pas les mots. Après, les gens sont libres de mettre des mots sur la musique, mais moi, quand je joue de la musique, je suis en dehors des mots, je suis en dehors même de l'existence réelle. Je suis dans un univers différent et j'ai pas envie de mettre des mots là-dessus. Je trouve que la musique exprime ce qu'elle a exprimé. Pour moi, c'est suffisant. 8e jour du tour. 4 heures de route entre Saint-Louis et Memphis. Sur la route, le Caire, dans l'Illinois, au confluent de l'Ohio et de la Grande Rivière. Ici s'achève le long et vaste flux de l'Ohio, à l'ouest des monts Allegheny, qui devient tout simplement un affluent du puissant Mississippi. L'union poétique des eaux. Il file vers le sud. Ce soir, le quintet enseignera une masterclass sur le jazz et se produira en concert à la Stax Music Academy. Memphis, Tennessee, bâti sur une falaise au-dessus d'une plaine inondable. Un centre d'expédition s'est développé autour d'une terre riche et productive. Et un marché. Bois, agriculture, coton et les esclaves. Le roi Coton, nécessitant une main-d'œuvre intensive, avait toujours besoin d'esclaves. Le port était à la fois urbain et rural, et, avec l'abolition de l'esclavage en 1865, davantage d'Afro-Américains émigrèrent dans cette ville pour y travailler. Dans leur bagage, la musique, des chants de travail, les spirituals, le blues. Au-delà de Beale Street et du quartier des affaires, l'autre côté de la ville. Fondé en 1957, Stax Records et Sun Studio étaient les puissants producteurs derrière le fameux son de Memphis. Le rock'n'roll, le gospel, le funk et le rhythm and blues. « 25 ans après la disparition de la société d'origine, en 2000,
un programme parascolaire de musique a été lancé sur le site de l'ancien studio. Des classes chorales et instrumentales sont proposées, y compris le jazz. La mission de Stax Academy est de développer les compétences académiques, de performance et de leadership de ses étudiants. La musique est le point de départ. Change, change, change. 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 Change of fools. It's always about something deeper because there's something deeper always within the music. So we utilize music to talk about social issues. And so when we're teaching this music, it's a discipline. All of this music, came from the 50s and 60s and 70s, so all of it is archaic to them, right, until they are exposed to it. When you expose them to it and then they begin to see themselves with the ability to create, with expanded understanding of music and the chord scales and the different things that you can use, they realize the value of it. Initially, it's frightening for the children to have to step out and do an improvised jazz solo at first. But when you can make them understand that, guess what, you have to improvise every day. If you drive a car, you and someone runs a red light, you have to make some decisions, and that's improvisation. If you go back to the beginning of jazz history, it started here. It was a mix between African music and music from and Celtic music that mix created the blues, and then some Europeans came from Eastern European countries and started writing tunes, and that inspired jazz players. There was also the Creole people in New Orleans, and all this mix created jazz. And since then, jazz has influenced its environment and been influenced by its environment. So today, a jazz player has to be familiar with pretty much any kind of music. What you have to make sure is when you practice is to sing everything you play to make sure. You see, so that you're sure that when you play something, it comes from inside. It doesn't come just from the fingers. Does it have to be done like it's usually done? Or do you give yourself the right to do it differently?
Good morning, Francois. Yeah, hello. Jean-Michel Pic. Hello, how you doing? All right, and Christophe Monio. Christophe Monio. So we're going to listen to Exploded View. La station de jazz de l'université de Memphis. Malvin Macy est votre hôte. Le jazz cherche toujours à exprimer la liberté, personnelle et collective. La meilleure musique du monde, c'est le jazz. Perfect, I love it. Perfect. La musique, un dialogue en évolution. Derrière les notes, leurs histoires. Une ville du Sud, Memphis a témoigné de cette histoire déplorable qu'est la subjugation d'un être humain à un autre, une des racines de la musique noire. Sa route a été marquée par l'espoir et la tragédie. Le révérend Martin Luther King Jr. évoquait le fait que ses ancêtres esclaves brûlaient dans les flammes d'une accablante injustice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Des paroles de 1963. C'est ici que le révérend King fut assassiné le 4 avril 1968. Presque une ruine. Dans une partie pauvre de la ville se trouve la maison d'enfance de la diva Aretha Franklin. Elle était la fille d'un prêcheur. Pour la communauté noire, le centre de gravité a toujours été l'Église, en particulier lorsque le comportement humain se révèle être moins que sain. On se débrouillera nous-mêmes, si nécessaire avec l'aide de Dieu. And if you've ever picked cotton, have you ever picked cotton? Never have. Yeah, you should try it one time, and you have to reach into this really hard material that's around the cotton, and it's pointed, and when you reach in, it pushes your cuticles back. It hurts, to pick cotton. And imagine having to pick, thousands of pounds of that, every day. And so the suppression of slavery, how demeaning it was. People have different ways to, in terms of stress management, how do they deal with those situations, and they sing. So it's in part why so much fantastic art comes out of these tragic, moments in history. So I would imagine that being, forcibly taken from your home and stripped, your culture stripped away would give you a different sense of life and reality, that might come out in your art as seeming sad, and because it was. But they created, a really happy music even within those constraints. En aval de Memphis, le fertile delta du Mississippi se dévoile. 1 800 000 hectares de terres extrêmement riches en minéraux, des conditions idéales pour la culture du coton, du tabac, du sucre et du riz. Une peine intense pour des cultures de base. Des richesses créées sur le dos des esclaves, avant l'apparition des machines de la révolution industrielle. Dès leur création, les États-Unis étaient en conflit à propos de l'esclavage, qui était présent dans tous les États, au nord comme au sud. Le credo « Tous les hommes sont créés égaux » était la pierre angulaire de la jeune nation. Cependant, il fallait de la main-d'œuvre pour faire avancer le pays. L'esclavage était accepté comme un mal nécessaire. À 90 minutes au sud de Memphis, là où la route 61 croise la route 49, c'est le cœur du delta, le carrefour du diable. Nous sommes à Clarksdale, Mississippi. C'est ici que la légende du blues, Robert Johnson, a vendu son âme au diable pour jouer de la guitare. Le coton et le blues ont bâti cette ville.
Les travailleurs des plantations et les métayers fréquentaient les relais routiers pendant leur précieux temps libre. Parmi les distractions, la musique live, la musique locale. Le blues, parole d'amour perdue, obligation non remplie. Opportunité manquée, un monde sans pitié. Des rythmes de trance qui créent un groove. Les chansons sont réfléchies au rythme d'un battement de cœur. Little girl, I wanna go home. I gave you my heart, girl, but you wanted my mind. Oh yeah, I tell you right here, don't fit my head. Oh, it's the choking kind. Oh yeah, make you wanna oh yeah, dun, 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 when you fall in Dollar love. Bill est natif de Clarksdale. Ses origines, il ne les retrace pas plus loin qu'une plantation de la région. Sa vie, un peu de ci, un peu de ça. À l'instar des chanteurs de gargotes de l'époque révolue du roi Coton, il chante pour quelques pièces que lui donnent les touristes près du musée du blues. Clarksdale, déprimé, tente de se réinventer avec le blues comme carte de visite. L'histoire de la musique est exposée dans le musée, mais la source du blues est toujours bien vivante dans la rue. Here's John Tillery, The Blood of Jesus. How many of you know that there is power in the blood of Jesus? Vers le sud, au plus profond du pays du coton. En 1860, l'année de l'élection d'Abraham Lincoln à la présidence, près de 3 millions de balles de coton sont produites. 4 millions d'esclaves vivent dans tout le pays, principalement dans le sud. À mesure que la nation se développe et que les sensibilités humaines évoluent, la soumission involontaire d'une personne à une autre est lentement éliminée. État par État, l'Union est divisée. Lincoln est convaincu qu'il faut mettre fin à ce chapitre de l'histoire américaine. La résistance à sa proclamation d'émancipation de 1863 est la plus forte dans les États comptant le plus grand nombre d'esclaves. Dans le Mississippi, 55% de la population est composée d'esclaves. La guerre de sécession, la guerre civile de 1861 à 1865, fracturent la nation sur la question de l'esclavage. Alors que la guerre fait rage, la ville de Vicksburg, qui surplombe le fleuve Mississippi, est considérée comme déterminante. Qui contrôle Vicksburg contrôle le fleuve, c'est-à-dire les accès vers le nord, le sud, l'est et l'ouest, par le cœur d'un pays en pleine expansion. Après un long et terrible combat, quand le Nord finalement triomphe, Lincoln affirme « Le père des eaux coule à nouveau sans encombre jusqu'à la mer. » L'abolition de l'esclavage n'est pas une panacée pour la vie des Noirs américains. Les anciennes attitudes perdurent. De nouveaux obstacles juridiques à l'égalité sont mis en place. Le gouffre économique semble insurmontable, sans cesse avec des barrières supplémentaires. Il aura fallu près d'un siècle pour que le gouvernement fédéral rende obligatoire la garantie d'égalité devant la loi. Au cours de ces 100 années, 40% de la population noire du Sud a émigré. Dixième jour, bâton rouge. Pour l'artiste, les décisions pratiques doivent être aussi créatives que leur musique. Le Moutin Factory Quintet ne compte en moyenne que 25 concerts par an. Un jazzman doit savoir être flexible. Pour un groupe, c'est hyper agréable de jouer plein de concerts à la suite parce que le groupe se soude, même si ce groupe-là, on se connaît quand même bien parce qu'on a fait quand même, je crois, peut-être une centaine de concerts ensemble. Je crois que le 100e a été fêté il y a pas longtemps. Et donc on se connaît bien, mais si je faisais un seul groupe, ça ne me suffirait pas.
Donc ça, d'un point de vue du business et d'un point de vue, mais surtout d'un point de vue artistique, j'aime beaucoup changer. La musique, c'est pas les mêmes compositions, ce sont pas les mêmes musiciens, ce sont pas les mêmes orchestrations. Il ne s'agit pas de faire le caméléon, mais de trouver l'espace, les sons qui vont porter la musique, quoi. Et c'est un challenge c'est le challenge qui m'excite en fait. Voilà, quand je parle aussi d'improvisation, ça vient de là, d'improviser l'orchestration et tout ça. C'est des choses que j'aime beaucoup. Ouais. Monsieur, madame, je vous présente Mouton Quintet. Et voilà. Dans le port animé de Bâton Rouge, un vaisseau délabré est ancré au bord du fleuve, le Shameless. Kelly Phillips effectue son premier et dernier voyage, voguant vers son destin. Voilà 18 mois que Kelly et son chien Saphir ont appareillé à Prairie du Chien dans le Wisconsin, là même où il y a plus de 3 siècles, Joliette et Marquette commencèrent leur épopée en canoë. Eux n'auront jamais été aussi loin. Après avoir été avertis par des Indiens amicaux qu'il y en avait d'autres moins amicaux en aval, les explorateurs français firent demi-tour et remontèrent le courant. La peur de notre novice timonier n'est pas les indigènes carnivores, mais les énormes navires et le trafic intense qu'il rencontrera plus bas. They gave me 3 months to live. I ended up in hospice, and then I took and I called my brother up and I said, I'm not dying in New Jersey. I said, find me a houseboat on the Mississippi, and that's where I may die. And I took and I got to Wisconsin. I got to Wisconsin and got on my boat. March 16th I got on the boat, and I took in 3 months went by, 4 months went by, 5 months went by, and I'm like, well, I overlived what the doctor said, so now my plans are all screwed up. I don't know what else to do, so I got up and I went downriver. I've been meeting the best people, and just the river's great. I mean, there's really, really pretty spots on the river. I'll go out and I'll just tie up somewhere and stay out there a couple of days. It's just awesome. It's peaceful. Now, I don't know what it's going to be like when I'm downriver. There's a lot of ships and stuff. I just appreciate, the fact that I'm still alive, and that I'm able, because of the Mississippi River people, to be able to do this journey, and hopefully I can get to Venice, which Venice is the end of the world. That's on the other side of New Orleans, so to get there would be a great accomplishment. And then everybody goes, what are you going to do when you get to Venice? And I thought about it, I'm like, Jesus, I'm not scared of dying. If I die now or tomorrow, I'm good. But to get to the end of the river and still be alive and not knowing what to do, I'm scared of that. But it sounds weird, but it's true. So, I don't know. Kelly, just keep on improvising.
En route vers la Big Easy, la Nouvelle-Orléans. 11e journée, 131 km. Le concert de ce soir sera au Snug Harbor Jazz Bistro. Moi, et je crois François aussi, on est né, on est dans notre univers, quand on était môme, quand on était enfant, il y avait ça, le jazz. Ça nous a sauté au visage, ça nous a sauté aux oreilles, ça nous a sauté au corps, ça nous a habité. Duke Ellington, c'est quand même pas rien, quoi. Lionel Hampton, c'était ça qu'on écoutait quand on avait 6 ans. C'est-à-dire que je crois qu'on était des gamins très très enthousiastes, très dans la joie et à la fois et très dans l'émotion. Et cette musique, elle véhicule à la fois la joie, la convivialité d'exprimer et en même temps, elle véhicule la lourdeur de la vie. C'était dans une espèce de truc. C'est ce truc-là qui nous a imprégnés définitivement. La Nouvelle-Orléans, fondée en 1718 par Jean-Baptiste Lemoine de Bienville, c'est la capitale du sud de la Nouvelle-France. Elle s'est développée pour devenir un port et un marché international. Le coton, le sucre et les êtres humains. C'était un centre exotique de culture, d'influence et de peuples. Africains, anglais, espagnols, créoles et amérindiens. Des millionnaires jusqu'aux esclaves. Le parc Louis Armstrong est situé aujourd'hui où au XVIIIe siècle les tambours des Africains asservis animaient les marchés dominicaux de la place du Congo. Ils avaient une journée par semaine sans la supervision des maîtres pour socialiser, danser, jouer de la musique. Storyville, un quartier de la Nouvelle-Orléans. Désormais, seules quelques peintures murales rendent hommage au quartier de la prostitution, disparu depuis longtemps. Vers la fin du XIXe siècle, les musiciens noirs perfectionnent leur musique et se produisent dans les maisons closes légales de la ville. C'est un mélange de formes musicales, africaines et européennes, fanfare et ragtime, le blues et les spirituals. Ajoutez à ça l'improvisation. Le jazz évolue. En 1917, le quartier est fermé et les musiciens partent, généralement vers le nord, et avec eux, la musique. En France, les premiers airs de jazz arrivent pendant la Première Guerre mondiale, quand le compositeur James Reese Europe accompagne un régiment entièrement noir. La fanfare de régiment des Harlem Hellcats se produit avec beaucoup de succès dans toute la France. Les graines sont plantées. C'est dans l'écoute du jazz que l'on perçoit les évolutions du jazz, des vibrations intelligentes de l'air, une série d'instants fugaces, d'être dans le moment, l'action auditive et réactive, un art expressif qui est à la fois personnel et examine le dialogue plus étendu de la musique. Distinctif par définition, car la sensibilité de chaque artiste est unique.
la somme étant plus grande que ses parts. Direction le Nord, pour le dernier concert de cette tournée de 13 jours. New York, le long trajet de 22 heures, 2100 km. Le Mississippi, lui, poursuit sa course ininterrompue vers le sud. La première difficulté, c'était de dire que, a priori, le jazz est américain, donc ça va être compliqué d'amener un groupe de Français aux États-Unis et de le faire tourner aux États-Unis. On s'est rendu compte que c'était pas complètement vrai. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment un public qui s'en fout complètement de savoir si on est... et même à la limite qui aime bien le fait qu'on vienne de l'autre côté de l'Atlantique. Tout ce qui est les détails, ça va du booking à l'organisation, au fait effectivement à tout ce qui est la cuisine, disons, l'intendance, louer des véhicules pour se déplacer ou acheter des billets d'avion, enfin tout ça, on produit en fait, on devient donc producteur, booking agent, avocat, immigration parce qu'il faut des visas. En fait, on se débrouille comme des artisans. On travaille comme des artisans. Après, ce que ça a voulu dire de le monter, c'est compliqué, mais on y est arrivé. Et c'est parce qu'évidemment, il y a toujours la question de l'argent qui se pose là-dedans. Même si, évidemment, les gens qui viennent à nos concerts ici achètent des tickets, ces tickets ne suffisent pas à payer ce que coûtent toutes ces tournées. Donc on a cherché des sponsors, on en a trouvé essentiellement en Europe, quand même le dire, essentiellement en France. À 100 km au sud de la Nouvelle-Orléans, à proximité du vieux Fort Jackson, se dresse un monument au sieur de La Salle et à son intrépide équipage. Le long voyage en canoë, 1300 km pour arriver à l'embouchure du grand fleuve, 2 mois après le début de l'aventure. C'était maintenant irrévocable. Le Mississippi coulait vers le sud, dans le golfe du Mexique, et n'était pas un passage vers l'ouest, vers l'Orient. Du journal de Nicolas de La Salle. On équarrit un arbre dont on fit un poteau qu'on planta, et on y attacha arme du roi faite du cuivre d'un chaudron. On y planta aussi une croix, et on enterra dessous une plaque de plomb où il y avait ces mots écrits. Au nom de Louis XIV, roi de France et de Navarre, le 9 avril 1682. On chanta le Vessia Régis au plantement de la croix, puis le Te Deum, et fait 3 décharges de fusil. Les vivres manquaient, et on n'avait par jour qu'une poignée de maïs. Le lendemain, les explorateurs embarquent dans leur canoë et commencent à remonter le fleuve à contre-courant, soit 3400 km pour rentrer au Québec. Maigre récompense après avoir revendiqué un territoire dont le bassin versant du fleuve couvre plus de 3 millions de kilomètres carrés, du golfe du Mexique au Canada, des Appalaches à l'est jusqu'aux Rocheuses à l'ouest. Ils l'appelaient la Louisiane. Peu importe que les Espagnols aient revendiqué ces terres un siècle auparavant, ou que les chartes des colonies britanniques de la côte atlantique s'étendent théoriquement vers le Pacifique. Et les Amérindiens, ils vivaient dans ce bassin depuis plus de 15 000 ans. Mais maintenant, ce territoire faisait partie de l'Empire français, puis de la Première République française. Il le resterait jusqu'en 1803, lorsque Napoléon vendit le territoire de la Louisiane à des États-Unis en pleine expansion. Le fleuve était la route, le fil conducteur reliant les pôles nord et sud de la Nouvelle-France. La terre où La Salle a planté son enseigne est depuis longtemps sous les eaux. Le Mississippi, éternellement changeant son cours. Mississippi Dreaming. Il y a seulement quelques jours, Louis Moutin était encore dans un lit d'hôpital à Paris. Le voir jouer ne révélait rien de sa souffrance, de sa capacité à récupérer ou des rigueurs du voyage.
13e et dernier jour. Les derniers kilomètres avant un concert lundi soir à Dizzy's Club, Jazz au Lincoln Center à New York. 5000 km de route en 13 jours à travers le cœur de l'Amérique du Nord. Plus de 8 concerts pour en arriver jusqu'ici. Après la performance de ce soir, chaque musicien passera à son prochain défi, jusqu'à ce que les frères organisent une nouvelle tournée et qu'ils renouent le dialogue musical. Une manière difficile de gagner sa vie, mais plus difficile encore d'imaginer faire autrement. Vous venez donc de voir ce magnifique documentaire, Mississippi Dreaming, et maintenant les principaux héros, enfin les vedettes, en sont dans notre studio. Et j'ai le plaisir de saluer donc les frères Moutin. Il y a donc François et Louis, Louis le batteur et François le contrebassiste. Alors qu'est-ce qui a fait que vous avez été entraînés dans la réalisation de ce documentaire, dans cette aventure? C'est un peu la suite logique de notre histoire qui s'était déroulée jusqu'à ce moment-là entre les deux continents, puisque bon, on a commencé notre carrière dans la fin des années 80, professionnelle, je veux dire, dans la musique, et on était la rythmique de Martial Solal, entre autres. Et puis, au milieu des années 90, je suis parti m'installer à New York et j'ai commencé à jouer avec beaucoup d'Américains, mais également, Martial est venu, il avait l'habitude de venir aux États-Unis, donc Louis, Martial et moi avons joué un peu partout entre les deux côtes, la côte ouest, la côte est et New York, où j'habitais. Et puis Louis et moi, qui avions des projets en leader, nous sommes
mis à faire tourner ces groupes, ces projets musicaux aux États-Unis. Et il y a eu... Pas seulement à New York, mais... Oui, dans tout le pays. C'est-à-dire la côte Est, la côte Ouest et le milieu, c'est donc très intéressant. Et puis, pas échappé à Bruce. Bruce nous avait vu jouer avec Martial Solal au Village Vanguard, qui est un lieu très... il nous avait vu parce qu'en fait, il était venu faire un sujet dessus. Et puis, il s'est... Juste un mot, Bruce Frankel, c'est qui était producteur et caméraman, correspondant de TF1 aux États-Unis pendant de très très nombreuses années. Et il est passionné de jazz. Et passionné de jazz. Et d'histoire, parce que je crois que ce fleuve, le Mississippi, le passionne, en fait. Et donc, il a mûri au fur et à mesure ce plan. Il voulait faire quelque chose avec cette histoire des Français qui de voir que des Français, des jazzmen français viennent tourner aux États-Unis. Pour lui, ça a fait comme un déclic. Parce que Louis, le truc habituel, c'est le contraire. Oui, bien sûr. Le truc habituel, c'est le contraire. Donc on est un peu des rebelles. On a essayé de faire... comme aller à Munich avec sa bière. C'est ça, voilà. c'est ça. C'est exactement l'image qu'avait pris notre manager américain d'ailleurs à l'époque, c'est de dire, c'est comme si, lui, il avait pris l'histoire du vin, en fait. C'est comme si des Américains voulaient venir vendre du vin en France, en fait. Mais on l'a fait, et ça faisait à peu près 16 ou 15 ou 16 ans qu'on le faisait, quand Bruce nous a passé un coup de fil pour nous dire, ça y est, j'ai une idée. Et alors, comment s'est passé le tournage? C'est-à-dire, quel a été votre itinéraire? Et en fait, l'idée de Bruce était de mixer l'histoire du Mississippi qui implique beaucoup les Français et qui implique aussi d'un autre côté beaucoup la musique afro-américaine, le blues, le jazz, et de raconter l'histoire du Mississippi en racontant en parallèle l'histoire d'un groupe de jazz français qui descend le Mississippi. Ce qui fait que, nous, on avait, au fur et à mesure de ces 15-20 années où qu'on a passé à tourner aux États-Unis, on avait des lieux, tout un itinéraire, enfin plusieurs possibles. Et puis là, on a évidemment utilisé des endroits où on avait déjà été joué beaucoup. Et également, Bruce nous a un peu poussé à trouver et il nous a même aidé à trouver des nouveaux endroits, hein, Louis. Oui, comme Sainte-Geneviève, par exemple, cet endroit que vous avez probablement vu dans le film, qui est un peu improbable, où on est en plein milieu d'un parc. Ça, c'est pas du tout un lieu particulier pour des concerts, sauf qu'on a inventé ce concert pour montrer cet endroit et parce que c'était un lieu qui tenait très à cœur pour Bruce. Ça a duré combien de temps? 2 semaines. 2 semaines, hein. Combien de on est parti de Chicago, on a descendu. Non, on est parti de New York d'abord. Oui, de New York, mais on n'a pas joué. On est parti le premier concert, c'est Chicago, Cleveland, Chicago. Ensuite, on descend en passant par Saint-Louis, Memphis, etc. Baton Rouge, New Orleans. Et puis finalement, on est remonté à New York faire le dernier concert dans un endroit qui est le Lincoln Center, mais qui est programmé par un musicien de New Orleans. Donc ça faisait sens dans l'histoire de ces jazzmen qui sont montés de New Orleans à New York pour... Ils sont montés de New Orleans à Chicago et puis de Chicago à New York. En fait. Et comment avez-vous conçu le répertoire que vous alliez jouer au cours de cette longue tournée? Alors, à cette époque-là, on faisait vivre la musique de plusieurs albums qu'on avait enregistrés précédemment, mais... Sur certains concerts. Oui. On a joué la musique de nos disques, hein, c'est celle qu'on compose, François et moi, sur laquelle on improvise, et faisons improviser les musiciens qui jouent avec nous, mais c'est vrai qu'on a rendu, par exemple, quand on était à Saint-Louis, on a joué Saint-Louis Blues. Voilà, c'est sûr. On a été comme ça, mais ça c'était plus des clins d'œil en fait. Hein. C'est vrai qu'on a fait une tournée, on va dire normale. À ceci près qu'il y avait certains endroits qui étaient un peu particuliers. Par exemple, on a joué pour une fondation, ça se voit dans le film, hein, la fondation Miles Davis à Saint-Louis. À Saint-Louis, oui. À East Saint-Louis, qui est une ville... East Saint-Louis, c'est à côté de Saint-Louis, c'est une ville extrêmement pauvre, mais tout ça est expliqué dans le film que vous venez de voir. Hein. Et quel a été l'accueil qui vous a été réservé? Je veux dire, l'accueil qu'on voit dans le film, c'est une chose, mais ensuite, vous avez peut-être eu des contacts, des découvertes? Oui.
De toute manière, l'accueil, c'est marrant parce que c'est une question qu'on nous pose beaucoup, mais alors quand vous tournez aux États-Unis comme groupe français, et comment les Américains voient ça? En fait, je dirais presque qu'ils s'en moquent, quoi, qu'on soit français. Sauf que là, comme on était sur le Mississippi, et que ce sont quand même des lieux qui ont une histoire française, et qu'il y a donc là des descendants de gens dont les aïeux étaient... là, il y a eu quelque chose de spécial, particulièrement à Sainte-Geneviève, par exemple. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que l'accueil des Américains, c'est ils écoutent la musique, ça leur plaît, ils sont enthousiastes, c'est aussi simple que ça. Et vous, François, vous êtes de cet avis? Absolument, oui. De toute façon, depuis toutes ces années... qu'on tourne aux États-Unis, moi, ce qui m'a frappé, effectivement, c'est que comme c'est un pays qui s'est basé, qui s'est basé sur l'immigration pour s'inventer et exister, le fait, personne n'est vraiment considéré comme étranger au sens propre. Bon, il se trouve qu'en plus là, effectivement, comme l'a dit Louis, on parcourait une trajectoire qui, en fait, collait exactement au parcours des Français historiques, même au XVIe, XVIIe siècle, donc des Cajuns qui sont descendus du Canada pour arriver en Louisiane. On a croisé des gens qui parlaient français, mais évidemment... le vieux français de l'époque. Le français de l'époque qui ressemble au canadien, et quand on entend beaucoup des Cajuns de Louisiane parler, en fait, c'est des Canadiens, en fait. Et pour les amateurs de jazz, français, vous leur conseilleriez de refaire une partie au moins de cet itinéraire? Ah bah oui. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lieux de jazz, finalement. C'est-à-dire, il n'y en a pas tant que ça. À Chicago, oui. À New Orleans, oui. Entre les deux, ça c'est un peu... oui, ça s'est tari, si vous voulez. C'est-à-dire que ça a été une trajectoire, et puis après, les capitales ont pris le dessus, et ce qui se passe en province, là, à part Saint-Louis, où il reste un club ou deux, le reste... Bâton Rouge, quand même. Ah bah oui, mais Bâton Rouge, c'est quand même la Louisiane, c'est très proche. Je veux dire, tout ce qui est au milieu du pays, et il y a, dans ces contrées-là, c'est plutôt... Alors, s'il y a de la musique afro-américaine, c'est plutôt du blues et du funk et Nashville et Memphis, comment dirais-je, du gospel et tout ça. Le jazz, à proprement parler, c'est surtout New Orleans, Chicago et New York. Et puis tout ce qui est évidemment sur la côte ouest. Mais là, ce film-là ne visite pas ces contrées-là. Donc, revenons un peu aujourd'hui, à la triste situation de la pandémie, de la culture, des artistes. Quels sont les... Vous avez certainement des projets, sinon vous ne seriez pas des artistes. Et donc, mais difficile à mettre en œuvre. Où en êtes-vous aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on a des idées, on les crée, enfin on a envie de les créer. On a même... là par exemple, j'ai rencontré... un artiste absolument extraordinaire, un saxophoniste américain, enfin canadien-américain, mais qui vit à Paris, parce que je trouve qu'on m'a donné un petit rôle dans une série produite par Netflix, où lui avait un rôle aussi, une série sur le jazz, Damien Chazelle, The Eddy, ça vous dit peut-être quelque chose, enfin bref. Et j'ai rencontré ce gars-là, et je me suis dit, il faut absolument que je partage ça avec François, et finalement, de ça est sorti un trio, qui est un projet extraordinaire. Un label a tout de suite voulu le signer. On a enregistré. Et puis voilà, l'album va sortir. Et, il devrait déjà être sorti, mais on a décalé. On a décalé la sortie parce qu'il n'y avait pas moyen de tourner. C'était en février. Enfin voilà, c'est des situations comme ça où les nouveaux projets qui arrivent vont avoir du mal à trouver leur place parce qu'on reporte tout ce qui a été annulé. Bon, on a aussi un autre projet passionnant sur et qui va être créé au Théâtre de Suresnes à la rentrée, et qui là mixe notre improvisation avec la poésie et les textes d'Apollinaire, toute l'esthétique d'Apollinaire. On trouvait qu'il y avait une vibration incroyable entre ces deux choses-là. Donc il y a deux comédiens-chanteurs,
il y a nous, et voilà, ça va être créé, et puis on va essayer de le jouer. Enfin, il y a 2 dates de création, mais le truc, c'est qu'après, il faut partir en tournée, Et puis tout ça. Et puis il y a toujours le groupe que vous voyez que vous venez de voir dans ce documentaire existe toujours, et on a des projets. Et il se trouve que là, normalement, notre prochain concert est au New Morning le 29 juin. Ça devait être le 31 mars, ça devait être même le 29 décembre, ça a été reporté 3 fois. Et là, on va tous vous demander de croiser les doigts pour que ça ait lieu le 29 juin. Et si ça a lieu, venez tous. Exactement, c'est ce que nous allons faire. Donc, merci beaucoup d'être venu. On va se donner rendez-vous. Grand plaisir. Soit au New Morning, soit sur Rennes, et vous reviendrez en parler à Télé-Sud avant pour présenter ces événements. Merci beaucoup François et Louis Moutin. Merci d'être venus à Télé-Sud. Et merci à tous les téléspectateurs.